d'être là en 7h04 parce qu'il est midi et on a très peu de temps. Et je remercie le président de l'amicale, des cadres du port, d'avoir organisé cette rencontre, cette discussion plutôt. Et je remercie bien sûr le DG de NCA Technologie d'avoir assisté à l'organisation de cette rencontre. En effet, nous allons faire une demi-heure de discussion. En fait, c'est vous qui allez parler. Il est midi, je vais pas prendre la parole tous les 30 minutes. Vous allez parler parce que je vais poser un certain nombre de questions. Nous allons parler de vous, de votre compétence, de votre capacité. Je vais essayer de vous expliquer en quoi est-ce que votre capacité est importante, en quoi est-ce que vous avez intérêt à l'amener vers les standards internationaux. Je vais commencer par... ma discussion sera avec des exemples simples, le plus basiques possible, parce que l'heure veut qu'on soit le plus simple possible. Donc, en premier temps, si j'ai un graphe, ok, ouais. Si vous voulez prendre un nouvel employé et que vous faites une interview, vous allez vous poser des questions. La première question que vous faites à l'interview, c'est quoi? Quelle est la première question si vous avez quelqu'un que vous voulez interviewer pour prendre un job? Qu'est-ce que vous allez demander? Où est-ce qu'il a fait des études? N'est-ce pas? Est-ce qu'il a une licence, un master ou un PhD? Donc, vous allez essayer de définir son cursus académique. Et ce cursus académique, c'est le trait qu'on appelle le savoir. Vous allez essayer de voir qu'est-ce qu'il a comme diplôme. Et quelle est la seconde question? La seconde question sera qu'est-ce qu'il a déjà fait dans sa vie? Depuis combien d'années il travaille? Vous allez essayer de savoir donc ce qu'on appelle son savoir-faire, sa capacité en réalité. Et les troisième questions sont des genres de questions ouvertes. Est-ce que vous êtes dans une chorale? Est-ce que vous chantez? Des questions auxquelles on ne comprend pas vraiment le sens. En fait, c'est pour savoir le savoir-être de cette personne, son leadership. Donc, les trois axes définissent la compétence. Le potentiel, la capacité et sa capacité à faire travailler les autres. D'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le diplôme qui sanctionne le savoir dépend de l'université qu'il a faite. Si je viens, je vous dis, je suis diplômé de l'école d'ingénieurs de Guinée équatoriale. Quel sera votre sentiment? Je dois avoir un job chez vous. Hein? Je viens d'avoir j'ai un diplôme, j'ai un master de Guinée équatoriale. Pourquoi certains se moquent de moi? C'est un pays comme un autre, n'est-ce pas? Ah, Guinée-Bissau, voilà. Hein? J'ai un diplômé d'ingénieur, n'est-ce pas, de Guinée-Bissau. Pourtant, mais seulement parce que j'ai fait l'université de Guinée-Bissau, c'est pas ma faute. J'ai grandi là-bas, j'ai le diplôme là-bas. Mais mon diplôme porte l'aura de mon université. C'est pour ça que vous voyez aux États-Unis, les universités font beaucoup de sport pour avoir une crédibilité différente. D'accord? Par contre, la certification professionnelle ne porte pas l'aura de l'université. Si je vous dis que je suis ceinture noire en Excel, que je viens d'Abobo ou que je sois de Chicago, je suis ceinture noire d'Excel. Est-ce qu'on se comprend très bien? Ça ne porte pas le nom de mon quartier. Vous savez en plus que les universités portent le nom de quartier. Si vous dites l'université d'Abobo, ça change tout. Hein? Mais par contre, si on dit Excel, c'est Microsoft. Vous comprenez que la certification professionnelle ne porte pas le nom du quartier. Que un gars soit à Paris, à Turin ou à Chicago, s'il est ceinture noire Excel, et un autre gars il vient de Yopougon, il est ceinture noire Excel, il est toujours ceinture noire Excel. Vous comprenez? C'est un peu ça que je veux démontrer. Prenons, justement, je parle de la capacité. Prenons une société qui fait des meubles. La société qui fait des meubles, j'ai pris une image des meubles, et il embauche un ingénieur de bois. Vous savez qu'il y a des ingénieurs de bois, n'est-ce pas? Il embauche un ingénieur de bois qui connaît très très bien le bois. Et pour vendre ce meuble, l'ingénieur de bois va dire que le meuble qui est là, le bois a été découvert en Guinée équatoriale en 1906 par un Hollandais qui s'appelait Van den Hoen. Dans le fond, celui qui va acheter le meuble, ça n'intéresse pas vraiment, n'est-ce pas? Que l'ingénieur de bois ait cette connaissance du bois. Par contre, un menuisier, n'est-ce pas, il a la capacité à pouvoir fabriquer ces meubles. Donc, la société qui
vend des meubles a intérêt plutôt à avoir un menuisier plutôt qu'un ingénieur de bois. Prenons un exemple plus simple encore. Est-ce qu'on a des informaticiens dans la salle? Des gens qui font l'IT. Voilà, au moins ils sont toujours partout. On a un IT. On a un projet dans le port, disons, que vous devez installer une infrastructure avec 300 routeurs et switch Cisco. C'est un gros projet pour le port. Et bon, les autres, vous connaissez un peu, parce que vous avez entendu parler de Cisco, et routeurs et switch, c'est des composants du réseau. Et vous avez des gens pour vous aider. Vous devez employer du personnel. Vous avez deux profils. Un profil qui est PhD Stanford, PhD en télécom. Il a un PhD, c'est un doctorat en télécommunication aux États-Unis, et il a un PhD. Un autre profil, il a un master en informatique de PG. Vous connaissez PG? Abidjan. D'accord. Et il est CCIE. Vous connaissez CCIE? C'est la plus haute certification de Cisco. Alors je vous demande, lequel choisirez-vous? Lequel vous allez choisir pour le projet? PG. Mince. Donc vous êtes en train de me dire que vous préférez un gars de PG par rapport au gars de Stanford. Pourquoi donc? Il a la capacité. Le gars de PG, il connaît le W de Cisco. Il sait qu'il y a un routeur Cisco à 19.10. Mais par contre, le gars de PhD, il allait venir nous donner les chaînes de Markov sur l'analyse du réseau, la cinématique, n'est-ce pas, des paquets dans le réseau. Il allait venir faire la connaissance mathématique, la modélisation du réseau. Mais on a besoin de ça, on a besoin d'un réseau, tout simplement. Ce que je tente de vous démontrer, c'est que seule la capacité génère la valeur. Est-ce que vous comprenez ça? Seule la capacité génère la valeur. Donc, c'est comme... bon, il est litiges, je peux prendre l'exemple. Je n'ai pas voulu mettre ce slide-là. Vous savez, vous allez dans un restaurant, vous avez faim, et on vous met un grand plat. D'accord? Vous dites, vu la taille du plat, tu sens que là, quelque chose s'est passé. Et puis, c'est un restaurant UP, la dame vient, qu'est-ce que vous mangez, monsieur? Vous choisissez n'importe quoi, parce que vous n'avez pas à lire les menus. Hein. Vous choisissez n'importe quoi, le numéro 10 sur la carte. Et c'est une expérience qui m'est arrivée. La dame m'a servi une tomate farcie, toute petite tomate, sur un grand plat. Et elle a une fleur dessus, comme si on mangeait la fleur. Et quelle était ma réaction? J'étais très frustré. J'avais de l'espace dans mon plat. Elle a eu peu de capacité. Voilà, c'est l'exemple des ingénieurs qui ont fait des grandes études, mais qui n'ont pas beaucoup de capacité. De l'autre côté, je me rappelle un oncle que j'avais quand j'étais petit, qui, lors des fêtes, il avait toujours le petit plat, mais il chargeait une montagne de plats. J'étais très impressionné par sa montagne. Mais ce qu'il ne fallait pas faire avec cet ongle-là, il ne fallait pas le bousculer. Parce que dès qu'il allait se servir, si on le bousculait, tout le riz allait tomber. Ça, ce sont les ingénieurs dans les entreprises qui ont fait 20 ans qu'on appelle ingénieurs maison. Mais il ne faut pas trop changer. Ils ont beaucoup de capacité, mais ils n'ont pas beaucoup de potentiel. Est-ce que vous voyez la différence des deux? Donc, il faut avoir du potentiel. Mais le potentiel ne génère pas la valeur. Mais il faut mettre la capacité sur ce potentiel. Voilà la discussion que nous aurons aujourd'hui. Un dernier scénario pour vous faire comprendre. Imaginez votre enfant est malade. Vous allez vous courir à l'hôpital. Dans votre quartier, vous courez à l'hôpital. Et vous trouvez un monsieur. Vous dites, ma fille est malade. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider? Il dit, aucun problème. Je vais vous aider. Mais je dois vous dire une chose avant. J'ai fait mes études à l'Université de médecine de Toulouse. Il se trouve que le jour de l'examen, vous voyez la cicatrice que j'ai là? J'avais fait un accident. Je n'ai pas pu composer. Donc je n'ai pas mon diplôme de docteur, mais je soigne bien. Vous connaissez M. Conan qui est au Carrefour là-bas? C'est moi qui soigne ses 16 enfants. Même M. Kwame, tous les enfants là, c'est moi qui les soigne. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous trouvez trop votre enfant. Alors? Hein? Vous avez dit, docteur, j'arrive, je vais dans la voiture, je reviens dans une minute. N'est-ce pas? Et vous enfuyez avec votre enfant. N'est-ce pas? Et quand vous allez maintenant dans un vrai hôpital,
et vous trouvez là, docteur diplômé de l'université de Bordeaux. Vous dites, normalement, voici un vrai docteur, l'autre a failli m'avoir. Est-ce que vous lui demandez quel rang il avait? C'est peut-être le dernier des docteurs en fait. Hein? Mais un docteur, c'est un docteur. N'est-ce pas? Il a le niveau minimum pour pouvoir soigner votre enfant. Et c'est ça la certification. On ne vous demandera pas quand est-ce que vous étiez quantième. Vous avez le niveau minimum pour opérer. Ceci étant démontré, j'aimerais vous parler maintenant du cycle de vie de la compétence. Comment allez-vous avoir la compétence? Ça se passe par un cycle de vie, par un ensemble d'étapes. La première étape, c'est la sensibilisation. Vous voulez apprendre n'importe quel domaine, que ce soit le management de projet, la qualité, les ressources humaines, n'importe quel sujet qui vous intéresse. Vous allez d'abord être sensibilisé sur ce sujet. La sensibilisation, c'est quoi? C'est, vous allez dans un état où je suis au courant. Je ne connais pas tout, mais on m'a parlé de ça. Je ne suis pas ignorant sur le sujet. Tu ne m'épargnes pas là-dessus, je ne suis plus ignorant là-dessus. J'ai rencontré Paul le midi, il m'a parlé de ça. D'accord? Vous êtes sensibilisé sur le sujet. C'est la première étape. Et la seconde étape, c'est la compétence. Votre capacité à pouvoir utiliser les outils et techniques de cette science, que ce soit les ressources humaines, que ce soit le management de projet, que ce soit la qualité, dans votre quotidien pour votre bénéfice. Vous êtes compétent. Non? Donc maintenant, mais vous ne pouvez pas devenir subitement compétent. Vous devez passer par le voyage. La connaissance, la capacité, c'est comme la nourriture. Il faut digérer. Il y a un temps de cuisson. Vous ne pouvez pas atterrir compétent. Vous devez pas faire le voyage. La compétence, donc, votre capacité à utiliser les outils, les techniques, les processus de ce domaine à votre quotidien pour votre bénéfice et le bénéfice de votre organisation. Si vous êtes toujours intéressé, vous allez aller à la maîtrise. Dans le terme maîtrise, il y a le mot maître. Le maître fait quoi? Il enseigne. Ça veut dire que vous aurez la capacité de pouvoir enseigner. Mais que fait l'enseignant? L'enseignant simplifie le complexe. Un sujet est complexe, le rôle de l'enseignant, c'est de pouvoir le simplifier. Il a la capacité, il comprend le sujet, mais il a la capacité de le simplifier et de l'expliquer. D'accord? À ce niveau, il a la maîtrise du sujet. Si vous voulez continuer le voyage, vous allez passer à l'expertise. L'expertise, c'est un niveau où vous contribuez au domaine. Si je vous dis que je suis expert en management de projet, vous devrez me demander quelle est ma contribution dans la science du management de projet. Si quelqu'un se lève et dit qu'il est un expert en ressources humaines, je vais lui poser la question, quelle est votre contribution à la science des ressources humaines? Je dis science parce que nous sommes en Afrique et beaucoup de gens se targuent d'experts sans vraiment contribuer. Quand vous êtes un expert, c'est parce que vous avez contribué. Parce que vous êtes passé par la sensibilisation, la compétence, la maîtrise et maintenant l'expertise. Donc voilà le cycle de vie de la compétence. J'aimerais vous poser une question. Nous sommes au port autonome d'Abidjan. Est-ce qu'il y a des projets ici? Vous avez des projets ici? Est-ce que vous pensez qu'il existe des projets à Abidjan? Beaucoup? Peu? Beaucoup. Hein? Infiniment. Est-ce que vous pensez qu'il existe des projets en Côte d'Ivoire? Naturellement encore. C'est encore beaucoup encore. Hein? Et en Afrique, dites-moi. L'Afrique, c'est le seul continent qui se construit là. Et nous sommes en Afrique, c'est nous les Africains. N'est-ce pas? Il existe une multitude de projets. Et maintenant la question que j'aimerais vous poser. Est-ce que vous pensez qu'il existe beaucoup de chefs de projet compétents en Afrique? Quel est votre avis là-dessus? Pardon?
Très peu. Réfléchissons un peu. Nous venons d'entendre qu'il existe une multitude de projets en Afrique et nous n'en comprenons qu'il existe très peu de chefs de projet. Ça veut dire qu'il y a une opportunité là. Il existe une opportunité pour quelqu'un qui veut devenir chef de projet parce qu'il aura à tout jamais beaucoup de travail. Parce que vous comprenez la notion de l'offre et de la demande. D'accord? Donc, la capacité professionnelle devient une exigence pour vous. Sinon, si vous ne vous mettez pas au travail, je vous dis ce qui va arriver, vous serez témoin de votre construction. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Vous allez être témoin de comment est-ce que les autres viennent construire le port. Vous allez être témoin de comment est-ce que les autres viennent construire Abidjan. Vous allez être témoin de comment est-ce que les autres viennent construire la Côte d'Ivoire. Nous serons témoins de comment est-ce que les autres viennent construire l'Afrique. Et je dis quand même, on peut contribuer un peu, non? Hein, on peut essayer de contribuer, nous aussi. On a deux mains, une tête, on peut apprendre. Et c'est pour ça, je dis, on a beaucoup de moyens d'apprendre. Et on va aller directement apprendre la capacité. Vous comprenez cela? Je vous engage donc aujourd'hui. Je vous mobilise en très peu de temps, en un midi, à dire je veux contribuer à la construction de mon entreprise. Je ne veux pas seulement être témoin, comme si je regardais le cinéma. Je veux participer à la construction de ma vie. Je veux contribuer à la construction de mon continent. D'accord? Et vous avez Internet. C'est la chance Internet. C'est extraordinaire. Parce que quand je pense à Internet, le cadre qui est exactement à Washington maintenant a accès à la même page que vous, ici à Abidjan. Donc vous n'avez aucune raison de ne pas avoir la connaissance. Vous avez accès aux mêmes ressources. On se comprend? Qu'est-ce qui dérange? Vous avez dit la langue dérange. Il y a aussi des ressources en français. Ce qui nous dérange, c'est le syndrome de la chèvre. La chèvre, dans mon pays, vous avez compris que par mon accent, d'où je viens, elle est attachée. Et quand on la détache, elle reste là. Elle ne sait pas qu'elle est détachée. Alors, c'est la question que je vous pose. Est-ce que vous voulez rester là? Ou bien vous voulez faire le pas? On se comprend? Mais si je vous demande de faire le pas, vous allez me dire, mais je fais le pas vers quoi? Mais c'est une bonne question en effet. Vers où je dois me développer? Je dis, vous avez une spécialité. Vous êtes soit politicien, soit ressources humaines, soit comptable, soit informaticien. Vous pouvez vous développer dans votre domaine. Aujourd'hui, j'ai lu en venant, j'ai lu l'émergence du port. Je dis, beaucoup de pays parlent d'émergence. Et je dis, l'émergence de l'Afrique, c'est vrai, c'est construire les ports, les aéroports, les ponts et d'autres infrastructures. Mais c'est surtout également de construire les zones émergentes. Parce que si nous n'avons pas les zones émergentes, c'est d'autres qui vont venir gérer ces ports, ces aéroports et ces infrastructures. D'accord? Encore une fois, vous serez témoin. Donc, je vous invite, parce que le savoir-faire s'uniformise dans le monde, à vous intéresser aux standards. Les Blancs, là, ils apprennent seulement les standards. Nous aussi, on peut apprendre les standards. Les standards sont disponibles. Je citais quelques standards, le COVID, l'ISO, l'ITIL, le PMI, le IIBA, sont disponibles sur Internet. C'est à vous de faire le pas. C'est à vous de faire le pas. Ils sont même gratuits sur Internet, si vous cherchez bien. Et nous, à NCA Technologies, nous avons ouvert des centres de formation qui vous font en gestion de projet, qui vous rendent capable en CAPM, en PMP, en risk management professionnel, en tous les standards qui sont en gestion de projet. Ou encore, nous développons beaucoup dans l'IIDA, Business Analyst, ceux qui définissent les produits, ceux qui définissent les concepts, n'est-ce pas? Et nous avons ces standards, parmi d'autres. C'est des standards que je poursuis personnellement.
on vous développe, n'est-ce pas, en essayant de vous donner cette capacité. En effet, en ce midi, je suis venu vous recruter. Le président m'a donné la chance de vous parler. Je viens vous recruter afin que vous vous réveillez et qu'ensemble, nous contribuons à la construction de notre Afrique. Je vous remercie. Maintenant, c'est la question. Merci, M. Paul. Rapport ministre, 3 personnes. Question? Ok, j'avais posé ma question. Je tiens à remercier le conférencier. Mon nom est Didier Jean-Marc. Je suis chef de service à Boussou dans le Mexique. Bon, à travers ce que le conférencier a mentionné, j'ai retenu un seul mot: standard international. Bon, standard international, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Parce que, à mon sens, il y a quelqu'un qui me disait que ce qui est normal en Chine n'est pas forcément ce qui doit être considéré comme bon chez nous en Afrique. Aujourd'hui, c'est bon, je prends l'exemple d'un domaine que je maîtrise bien. Au niveau du GPS, les Russes ont les standards et les Américains ont aussi les standards. Parce qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les deux États ne voulaient pas savoir la technologie que l'une des puissances maîtrisait en ce qui concerne la localisation des navires et des aéronefs. Donc, chacun a ses propres standards dans ce domaine-là. Maintenant, bon, le conférencier nous parle de standards internationaux. Je veux bien comprendre, parce que moi je suis en Afrique, je sais qu'en fonction de mes besoins, je peux mettre en œuvre mes compétences. Et puis, bon, en fonction de ce que je vis, de l'environnement dans lequel je vis, je peux moi-même créer mes propres standards. Et puis faire en sorte que je marche en conséquence. Je ne suis pas forcément obligé de faire ce que les Européens font ou bien ce que les Américains font. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je voudrais remercier donc la CIPA et puis le conférencier. Je remercie également l'autorité qui est présente, DGA de NCA. Je crois que l'exposé il est bref, mais je crois qu'il nous a quand même remué comme il a voulu le faire. Là, il a presque réussi. Alors j'ai compris que compétence c'est 3 points: savoir, savoir-faire, savoir-être. Maintenant, à la suite, vous avez dit capacité, générer la valeur. Que le potentiel ne génère pas la valeur. Ce que je n'ai pas bien compris, c'est la transition entre le potentiel et le cycle de vie de la capacité. C'est-à-dire que lorsqu'on a le potentiel, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'Africains, ils ont le potentiel parce qu'ils ont étudié longuement. Malheureusement, comme nos pays ne bougent pas beaucoup en termes d'infrastructure, ils n'ont pas le temps de se frotter à des grandes choses. Lorsqu'on a le potentiel et qu'on veut arriver à la capacité, quelle est la transition? C'est ça que j'ai passé. Merci. Merci beaucoup et avec plaisir que je réponds à la première question. C'est quoi un standard? Répondre très simplement, un standard c'est un document. Un standard c'est un document où est écrit des bonnes pratiques. Mais vous avez raison parce que l'application des bonnes pratiques est contextualisée. La façon dont j'applique la bonne pratique en Chine n'est pas la même façon dont j'applique la bonne pratique à Abidjan. Le standard est un guide, ce n'est pas un élément d'exécution. On s'inspire d'un guide, mais la façon dont on le projette dans la réalité est contextualisée. D'ailleurs, la couleur de nos peaux est déjà différente. On ne mettra pas les mêmes suivis. Vous comprenez? Donc, c'est une notion de contextualisation. Mais les bonnes pratiques sont uniformes dans le monde entier. Maintenant, on peut avoir des particularités qui sont dues à des contextes. N'est-ce pas? Il fait froid chez les Blancs, il fait chaud chez nous.
On ne peut pas appliquer le même standard sur la notion d'application. On se comprend? Donc, mais le standard donc revient, comme je dis, à un document. Et on peut continuer en parlant de normes. Parce que les choix des États prennent ce document et légifèrent ce document et en font des normes. Ça veut dire que ça devient des lois qu'il faut respecter.